bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 35. 35. 35. Je pense que oui. 35. Je sais jamais. La dernière fois, on hésitait entre 32, 33, 34. Puis finalement, c'était vraiment 34. Fait que là, Fait que 35. Ouais. Donc, épisode 35, merci de nous suivre. Et avant de commencer, on aimerait ça remercier le journal Métro qui a fait une petite publicité du podcast la semaine passée. Première place dans les mentions, en plus, c'est le premier podcast d'éducation dont il parle, c'est le tien. C'est quand même cool. sympathique. Hein? C'est très cool. Comme quoi, on est hot ou parler d'éducation dans les balados, c'est pas vraiment hot. C'est ça. Moi, je dis qu'on a un podcast très underground. Là, les deux. Oui, mais on enregistre au sous-sol, donc oui, effectivement, on est underground. C'est ça. Puis on a fait encore des petites améliorations. Hein. J'étais en congé de paternité, je me suis découvert des talents de menuisier. Oui. Ça s'améliore de jour en jour, ce podcast-là. Ameublement Morisseau. Ouais, si vous voulez faire du podcast, je vous fais vos meubles. Ouais. Je promets pas que c'est très solide, mais bon. Hey, cette semaine, on aborde un sujet très d'actualité qui est très, 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 on pourrait dire... Chaud. Chaud. Ouais, très chaud. Oh, c'est chaud. C'est chaud. C'est très intense. On parle de la loi 40. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette loi-là. Peut-être aussi de séparer du côté... on se trompe souvent, mais on le met avec le mouvement de la grève qui s'en vient parce qu'on va tomber en grève. Les négociations syndicales voilà. pour le contrat de travail des enseignants. Ça. Oh, oui, c'est deux choses différentes. Ouais. Fait qu'on va parler de la loi 40 aujourd'hui. Puis on a une nouvelle invitée, Geneviève Gauvin. Bonjour. Bonjour. Toi, Geneviève, t'es prof en adaptation scolaire. Exactement, classe Indigo. Donc, une classe spécialisée là, avec maximum de 8 élèves qui ont un diagnostic bien précis pour chacun. Donc, c'est ma 19e année d'enseignement, déjà. On la réinvitera pour parler de ce genre de classe-là. Oui, tout à fait. oui. Ça me fait plaisir. Oui. Il y a de quoi dire là-dessus. Évident. Elle a juste 8 élèves. Non, on veut pas ça. Ils sont adorables. Puis, à part d'être une prof en classe Indigo, tu es aussi une déléguée syndicale depuis combien de temps? J'ai commencé mon parcours dans une autre commission scolaire où j'étais déjà déléguée syndicale aussi de mon école, à l'école René-Saint-Pierre à Saint-Hyacinthe. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, je vous dirais, là, de suivre un petit peu ce qui se passe au niveau syndical. Je trouve ça super important aussi de le savoir, qu'est-ce qui se passe, parce que des fois, on a tellement d'autres choses à faire dans la vie, mais ça fait partie, je trouve, c'est un de nos mandats en tant qu'enseignant de savoir ce qui se passe là. Parce que ça nous concerne d'une façon ou d'une autre, donc je pense qu'il faut être prêt. En savoir. Fait que tu es une déléguée de très longue date. Là, oui, exactement. Puis Laurent aussi, tu es délégué depuis 7 années. Fait que oui, tu es une jeune floune. Je suis un jeune délégué, mais même pas seulement ça, je suis même le jeune représentant des enseignants précaires. Fait que en même temps que j'apprends à devenir enseignant, j'apprends à devenir délégué, puis j'apprends à représenter les autres enseignants précaires et jeunes, c'est ça. Tu as une grosse tâche. Fait que je te représente. Ouais. Non, non, plus. Je représente personne. J'ai eu mon poste. C'est vrai. C'est ça. Non, en fait, à la base, c'était une blague juste pour te dire que je te représente parce que tu es jeune. C'est vrai. Tu représentes sûrement pas JB. Non, définitivement pas. Toi, JB, t'as-tu été délégué? J'ai déjà été délégué syndical dans une autre vie il y a longtemps. 3e ou 4e année d'enseignement à peu près, je te dirais 2002-2003 dans ce coin-là. Et j'ai fait 1 an et c'était lors d'une négo... c'est ça, 2003 je crois, si je me souviens bien. Puis je pense que ça a été une belle expérience que je préfère pour l'instant laisser à d'autres. C'est exigeant. Là. Oui, définitivement. Surtout quand on a quelque chose qui nous tombe du ciel comme la loi 40, je pense que c'est un gros morceau. Grosso modo... C'est quoi ça, la loi 40? Ben, c'est ça. Oui, démystifions. OK. Là, on entend beaucoup parler dans les médias. Non, c'est excuse si vous entendez un bébé pleurer. Ça fait partie du podcast. Hein? Vivez avec. Hein? Ben oui. Ça fait partie du décor. Il faut former la nouvelle relève en éducation. Ouais. Si on va avoir des élèves, puis si on va avoir d'autres profs, ça prend des bébés. Voilà. OK. Merci, Marc-André. Ça fait plaisir. Je contribue à votre futur. Donc, la loi 40, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est une loi dommage, je la vois, c'est une loi qui vient vraiment modifier la loi de l'instruction publique. Là. Littéralement, on dirait que le gouvernement cherche à redéfinir
Ben, c'est sûr que ça qui semble pas nécessairement juste sur la gouvernance scolaire, mais en effet, ça affecte peut-être la tâche de l'enseignement ou justement les contours de ce que l'enseignant peut ou peut pas faire. Là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une loi omnibus qui vont mettre plein de choses qui touchent de près ou de loin à la gouvernance scolaire pour essayer de ratisser plus large en profitant, mettons? Peut-être d'une certaine façon, parce que tu disais qu'il ne fallait pas se mélanger avec les négociations justement de notre convention collective, mais il y a certains passages, certains articles de la loi 40 qui semblent justement intervenir avec certaines choses qui sont en négociation en ce moment, parce que notre contrat de travail, notre convention collective vient seulement à échéance à la fin mars. Mais il y a quand même une négociation qui est déjà en cours parce qu'il y a eu le dépôt patronal qui a été fait il y a à peu près de ça 2 mois, je dirais, là, 1 ou 2 mois. Donc, il y a peut-être une interférence, puis peut-être justement dans le public, on semble se mélanger entre les deux enjeux parce qu'en effet, on parle de gouvernance scolaire, on parle un peu du travail des enseignants. Est-ce que c'est un bill omnibus? Je ne sais pas. Puis quand je vous entends plus parler de bill omnibus, c'est peut-être quand ça fait vraiment référence à différents domaine juridique. Là. OK. Tandis que là, ça va toucher juste à l'éducation. Ben, juste l'éducation, c'est ça. Ouais. OK. Donc, première grosse chose qui est... tout ce qu'on va parler, du moins aujourd'hui, moi, je me fie à ce que la FAE, notre centrale syndicale, nous propose. Puis c'est un syndicat que je suis très fier d'appartenir, là, sincèrement. Je trouve que l'information est très claire, puis c'est bien concis. Fait que l'information qu'on vous transmet aujourd'hui vient de la FAE. C'est important de bien citer nos informations. Donc, première des choses, on parle de formation continue obligatoire. Moi, à première, vite de même, si je fais l'avocat du diable, on dirait c'est une bonne chose, la formation continue. C'est quoi le problème, le fait qu'on oblige finalement les enseignants à avoir de la formation continue dans la situation actuelle? Bien, première chose, dans le choix également des formations. Dans le fond, là, c'est vraiment qu'ils vont venir nous imposer certaines formations et non qu'on décide nécessairement ce qu'on veut faire comme formation selon nos intérêts. Donc, déjà en partant de se faire imposer des formations, je ne pense pas que c'est ça qu'on veut nécessairement, là. Parce que l'enseignant est bien placé à savoir ce qu'il a besoin pour améliorer sa classe. Mais c'est aussi que c'est un projet de loi. Fait que dans un projet de loi, tu ne peux pas mettre certaines balises comme le financement qui va venir ou comment le règlement qui vient en dessous de la loi de comment on va l'exécuter, si on peut dire, cette loi-là. Fait que tu ne sais pas, qui va s'assurer que l'enseignant ait bien suivi cette formation-là. C'est pas indiqué vraiment dans le projet de loi. D'où vont venir tous les budgets pour ce projet de loi, pour cette formation-là? C'est pas vraiment écrit dans le projet de loi parce que le problème, ce qu'on voit dans certaines commissions scolaires, là où surtout il y a de la pénurie, là, la région de Montréal. Genre en ce moment, toutes les commissions scolaires. scolaires. Oui, à peu près toutes les commissions scolaires, mais il y en a qui c'est encore pire que d'autres. On va dire, oui, on a peut-être l'argent, peut-être que non pour ta formation continue, mais on n'a surtout pas de suppléants pour te remplacer. Donc, c'est beau que tu aies une belle formation, mais non, tu n'en auras pas parce qu'on ne peut pas te remplacer. Fait qu'il faudrait que ça soit le soir et la fin de semaine, mais on ne payera pas non plus pour être présent le soir et la fin de semaine. Ah, ça me tente de me former le soir et la fin de semaine, pas payer. Si on fait des heures supplémentaires, payez-moi tant double. Là, mais, tu sais, si on coupe la poire... C'est pas prévu dans notre contrat de travail. Tu as la vocation, tu ne devrais pas avoir à être payé plus. Là. C'est vrai, tu as la vocation. Mais moi, pour en venir à la formation continue, aujourd'hui même, je me suis fait dire par de sources très sûres, les gens qui donnent des formations, qu'ils ne peuvent plus donner de formation parce que la direction d'école ne peut plus remplacer les enseignants. Donc, il n'y a plus de formation qui se donne. Donc, s'ils nous obligent à avoir des formations, comme Marc-André dit, ça va se faire de fin de semaine et de soir. Ou pendant nos journées pédagogiques, par exemple. Qui sont déjà occupées mur à mur. Qui sont assez précieuses aussi. Oui, surtout. Et c'est pour ça qu'on peut faire un aparté peut-être, là, mais j'ai entendu parler dans certaines commissions scolaires, je ne sais pas vous, ou peut-être surtout des collèges privés, on pensait à faire des journées sans élèves. Ouais. C'est pas une journée pédagogique où la commission scolaire ou l'école peut mettre plein de formations, des rencontres, des réunions, mais c'est vraiment des journées qui sont consacrées à planifier du matériel, en se rencontrer en équipe pour, parfait, cette année, je sais pas, en adaptation scolaire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme projet, en éthique, les différents profs vont se rejoindre pour faire un projet, prévoir, c'est ça, philosophique, prévoir du multidisciplinaire, ces choses-là. Fait que vraiment, des journées consacrées à ça. Fait que c'est peut-être une alternative, mais encore là,
Il faut se dégager du temps pour Oui, ça. c'est ça. Il faut aller se priver d'un certain temps d'enseignement pour aller se trouver ce temps-là. Ça reste qu'il faut faire le 180 jours de présentiel, Aussi, c'est ça. aussi qui lui est dans la LIP. Voilà. Tu sais, si on veut aller de l'avant, si le gouvernement veut aller de l'avant là-dessus, puis je suis un peu pessimiste parfois, là, mais s'il veut vraiment aller de l'avant, tu sais, tant qu'à donner des formations obligatoires, tu devrais avoir formation 1, 2, 3. Pourquoi pas y aller tout simplement avec un nombre d'heures par année qui est recommandé, disons. Tu sais, je sais pas, là, je dis un chiffre, il faut que tu fasses 10 heures de formation par année. Ouais. Mais déjà là, je trouve que c'est une bonne chose. L'enseignant doit se former. Souvent, on le fait par nous-mêmes. Mais si pour lui, c'est important la formation, puis il veut que le Québec entier continue de se former, parce que oui, ça se peut des profs peut-être qui désirent moins se former, puis disent j'ai toujours fait ça de même, je vais toujours le faire comme ça. Mais oui, c'est une bonne façon de le contrer, peut-être avec disons, 10 heures par année. Je pense que ça serait quelque chose, un bon terrain d'entente là-dessus. Mais on n'en revient pas au problème que les directions ne sont pas capables de nous remplacer en ce moment. Fait que même s'ils nous obligent 10 heures de formation, ça ne sera pas sur notre temps. En fait, ça va être sur notre temps plutôt. Ça ne sera pas sur le temps d'école. Mais à ce moment-là, ça devrait être dit dès que la pénurie sera réglée. Tu sais, nous suggérons... Sera-t-elle réglée? Oui, c'est ça, sera-t-elle. Cette obligation de formation-là, aussi, ça vient un petit peu officialiser. Nous, on est tous des enseignants de la FAE. Puis il y a la CSQ. La CSQ aussi a dénoncé tout le projet de loi 40, mais il y a une différence entre la convention collective de la CSQ et celle de la FAE. OK, on a tous le même salaire puis tous les mêmes congés, là. Mais eux, ils sont dans l'obligation de fournir à leur direction scolaire un plan de formation continue, c'est-à-dire, voici, dans ma profession pour la prochaine année ou dans, je sais pas, un éventuel tel nombre d'années, je m'engage à suivre telle formation, m'améliorer dans telle chose, qu'alors, nous, les syndiqués de la FAE, on n'est pas soumis à ce traitement-là, si on peut dire. Et qu'est-ce qu'il y a comme mesure coercitive dans le cas où l'enseignant ne suit pas les formations? Ça, je pourrais vraiment pas te dire. Là, OK. ça pourrait être genre rencontre avec direction, avis écrit. Mais c'est ça. Est-ce que ça va aller jusqu'à la suspension de salaire? Là? Ça, je sais vraiment OK. pas. Là. On va renvoyer un enseignant qui ne veut pas se former. Oui, on en manque tellement qu'on va commencer à les renvoyer. C'est une très bonne idée. Deuxième point, en lien avec la loi 40, quelque chose que je pense qui fait beaucoup grincer des dents. On parle d'un comité d'engagement de réussite des élèves, en gros, sur les pratiques pédagogiques puis les résultats des élèves. Qu'est-ce que le gouvernement nous dit là-dedans? Qu'est-ce que le ministre Berge veut imposer ici, là? Moi, je peux y aller. Bien, souvent, ce que c'est dire, on va prendre les données probantes, là, les recherches scientifiques, puis il va y avoir c'est ça? il va y avoir dans la commission scolaire ou dans l'école, proprement dit, là, un comité, j'ai ça sous les yeux, de qui va être sur ce comité-là. Donc, la direction générale du centre de service, qui va remplacer... le directeur général de la commission scolaire, finalement. 4 enseignants, 4 directions, un professionnel, un employé de soutien, un cadre de services éducatifs et une personne issue du milieu de la recherche en éducation. Bref, ce comité-là, sur l'engagement pour la réussite des élèves, va dire, voici les enseignants, nous, on vous dit, vous devriez enseigner de telle manière parce que ça fonctionne. Il y a des données probantes. Ou souvent le problème, c'est qu'en enseignement, il y a souvent des courants éducatifs. On était beaucoup dans le socio-constructivisme, avec la réforme, là, le renouveau pédagogique. Il y a presque 20 ans. OK, ouais. Oh, oui. Même si je ne l'ai pas vécu au secondaire moi-même, là, mais c'est ça. Puis ça, le socio-constructivisme, c'est appliqué peut-être dans certains programmes, mais on dirait que ça a un petit peu, excusez-moi l'expression, sacré le camp. Là, on n'en parle plus vraiment. Définitivement, ça sacré le camp. Oh oui. Mais moi, il y a quelque chose qui ne me revient pas, puis Geneviève... excusez. Bloopers! Ça va faire partie. On s'entend toujours. OK, ça va. On règle le problème. Nouveau setting. On s'ajuste. Excusez-nous. Il y a de la passion autour de la table. Ah oui. T'es déconnecté, c'est toi? OK. On s'excuse, tout le monde va bien? Oui, ça va. Et On est de retour. Donc, on est de retour. Je voulais te poser la question, Geneviève, parce que justement, toi, t'es... Oh, Non, on va c'est pas grave. t'arranger ça. Es-tu avec nous? C'est correct? Je suis avec vous. OK, super. Tu nous entends? Très bien. Recommençons la question. Oui. Attends un petit peu, on va t'arranger ça ici. OK. C'est bon.
T'es correct, là? Peut-être l'autre bord, ouais. C'est bon. Fait que ceux qui l'écoutent en audio ne comprennent rien en ce moment. Ça, c'est le fun. Il va falloir que tu fasses du montage. Non, là, on va le prendre à frette comme ça. C'est ça les joies du podcast. Tu t'entends bien? Très bien. OK. Donc, vu que toi, tu es en adaptation scolaire, tu sais très bien que avoir des résultats, c'est pas la même chose que dans le monde du régulier. Là. Puis Pas encore du là, au régulier, on s'entend. Là. Nous, en adaptation scolaire, en réalité, dans le fond, chaque élève devrait réussir et elle devrait avoir la note de passage. Donc, il n'y a plus d'échecs comme tel au niveau de sur leur bulletin, à moins d'un cas précis que l'élève ne fait vraiment, vraiment rien, mais sinon, le minimum que je peux mettre, c'est 60 donc, ça a été changé depuis plusieurs années, c'est la commission scolaire, parce que sinon, il mentionnait qu'il y a certains élèves en difficulté qui étaient toujours en situation d'échec, donc très démotivant. Alors, voilà. Donc, c'est sûr que les exigences ne sont pas les mêmes qu'au régulier. Mes évaluations ne sont pas les mêmes, veux pas, là, avec les différents élèves que j'ai, avec les niveaux scolaires. Donc, dans ma classe, moi, j'ai de la 3e année à du secondaire 1. Donc, je dois pallier à plusieurs difficultés de certains aussi, là. Donc, À ce niveau-là, c'est pas nécessairement applicable, on s'entend. Là, Je dois au moins féliciter le gouvernement, là. La CAQ, il y a quelques années, avait proposé la prime à la performance, c'est-à-dire si vos élèves avaient des bons résultats dans les examens du ministère, les enseignants, pour les remercier, on allait leur donner un bonus salarial. Donc, Marc, tu n'aurais pas eu de bonus cette année, je suis désolé. Mais ça veut dire 90 que... à tout le monde. Ça veut dire que les enseignants des collèges privés qui sélectionnent leurs élèves sur la base des résultats vont avoir des meilleurs salaires que les écoles publiques qui n'ont pas le choix d'avoir tous les élèves. Parce qu'ils avaient réussi à trouver les bonnes techniques éducatives. Sélectionner ses élèves, déjà là, c'est une bonne technique pour avoir des meilleurs résultats. On le calcule, c'est à code Z. Là, non, fait que pour ça, c'est sûr qu'il y a une chance que la CAQ n'a pas remis ça dans son projet de loi, là, parce que ça faisait partie des propositions. Mais la CAQ avait aussi mis dans toutes ses promesses électorales de donner vraiment un bon bonus salarial à tous les enseignants. On voit ça dans les offres patronales que la CAQ a vraiment à cœur l'éducation du Québec. Surtout les enseignants. Comment tu disais, sa priorité, c'est l'éducation? C'est littéralement juste faire fonctionner l'éducation comme une grosse business. Là. Ah, bravo, on a eu des belles performances cette année. Nos ventes ont monté de 200%. Good job, gang. Comme Air Transat, M. Legault. Comme Air Transat. Fait que, bref, tu sais, je pense que ce qu'on peut résumer avec ça, c'est qu'on remet, on remet toute l'autonomie enseignante en question ici, puis le prof n'est plus celui qui est bien placé, savoir comment administrer, puis gérer sa classe, puis utiliser les bonnes techniques, puis on lui fait plus confiance pour les résultats, là, c'est quasiment ça. Parce que finalement, les formations seraient pratiquement sur... On va vous donner une formation sur ce que le comité vers la réussite des élèves a choisi de... T'sais. On va vous apprendre cette nouvelle technique-là, puis maintenant, c'est la nouvelle technique que vous devez appliquer pour tous vos groupes. Fait que ce serait peut-être ça un petit peu le problème, justement, de dire, bon, ben si vous aviez une couleur dans votre classe, un certain style d'enseignement, puis c'est ce qui vous permettait de vous rendre inoubliable, là, de dire que l'éducation, c'est pas nécessairement juste une science, ça peut être un art aussi. Là. Ben non, finalement, on va tout enseigner de la même manière parce que c'est cette façon-là qui fonctionne. L'URSS, ça avait bien marché, ce modèle-là, il me semble. Hein? Oui. Mais moi, je me souviens qu'ils nous ont déjà parlé de différenciation scolaire. Il fallait adapter notre enseignement à nos élèves. Mais là, ils vont adapter l'enseignement des enseignants à toutes les nouvelles modes. Socio-constructiviste, ça a été une mode, ça a passé. Moi, je me souviens, en 2004, 2005, 2006, là, on ne parlait que de socio-constructivisme. Il fallait tous enseigner avec du socio-constructivisme. Puis là, on n'en parle plus du tout 13 ans plus tard, 14 ans plus tard. Là. Fait que ça va être une mode. Puis après ça... Fait qu'il faut adapter à nos élèves, mais ils ne s'adaptent pas à nous. C'est ce que je comprends. Il faut être tout pareil. Une belle société, tout pareil. Troisième gros morceau, le tripotage des notes par la direction, les directions. J'allais dire, il y a eu un volte-face, mais c'est pas réellement ça. Là. C'était quoi au départ? C'est devenu quoi, grosso modo? Dans le fond, la réalité, c'était que une fois la période d'examen
en tout cas, surtout en fin d'année. Je vais prendre l'exemple de fin d'année, finalement. L'élève était en échec, exemple à 56 %. Donc, la direction décidait de mettre une autre note pour qu'il puisse passer, donc la note de passation, sans consulter les enseignants concernés. Donc, il y avait un choix décisionnel au niveau de la direction. Puis, en réalité, l'élève aurait dû, exemple, aller au cours d'été pour pouvoir en rattrapage, finalement. Mais finalement, non, il avait réussi son cours, donc il n'y avait pas d'affaire là. Donc, Voilà. et après ça, l'élève arrive en niveau suivant, mais Un 58 qui se transforme subitement en 60 au courant de l'été. Puis l'enseignant n'a pas été consulté parce que selon la direction, regarde, ne pas s'ostiner nécessairement avec les parents. Mais ce qui a été amendé, finalement, c'est qu'au lieu que, justement, on dise c'est la direction qui va toucher à ça, parce qu'on a rappelé un petit peu, pas juste les syndicats, mais l'opposition, si on peut dire, à l'Assemblée nationale, a rappelé, si on peut dire, à la CAQ, qu'il avait voté pour que ce ne soit plus la direction qui touche aux notes. T'sais, ça avait déjà été réglé dans l'ancien gouvernement que les directions ne touchent pas aux notes. Fait que là, ce qu'ils ont dit comme amendement. Moi, je me souviens d'une pancarte dans notre salle des profs. Fini le tripotage. Oui, je me souviens de ça. C'était avant le MeToo, quand même. Des notes. Oui, fini le tripotage des notes. Mais là, ça revient en force. Là, non, mais l'idée qui a été amenée, finalement, c'est plutôt que ça ne va pas être la direction qui va tripoter les notes, mais plutôt si y a une contestation de notes qu'il y a à faire, c'est un collègue de même niveau, mais d'une autre école, qui va arriver comme consultant, puis c'est lui qui va regarder les différentes évaluations et qui va réviser la note. OK, puis ils vont nous payer pour ça, pour être consultant. Ça, c'est pas dans le projet de loi non plus, mais c'est juste de dire que, oui, un projet de loi qui veut réduire la bureaucratie, si on peut dire, scolaire, mais finalement, les parents, si vous voulez vraiment contester la note de votre enfant, oubliez ça, ça va être rendu qu'il va falloir engager pendant l'été un enseignant d'une autre école qui va revenir dans... Ça va être compliqué. Écoutez, je me sortir de mes vacances. Effectivement. C'est ça, c'est exactement ça. Vous allez me sortir de mes vacances pour contester les notes d'un de mes collègues. J'ai pas vu son enseignement, j'ai pas vu ses évaluations, puis j'ai pas le goût de le voir. Là. Je suis en vacances, là, j'ai rien d'autre à faire que pas ça. Là. Ouais. Non, surtout s'il n'y a pas de budget pour ça. D'après moi, d'habitude, dans le privé, un consultant, on le paie. J'ai un de mes amis qui est consultant en informatique. Quand une compagnie l'engage pour se pencher sur un problème particulier, il le paie. Et il coûte cher parce qu'il y a une expertise. Fait que là, s'il nous engage comme consultant, ça va coûter cher. En tout cas, j'ose espérer. Il va falloir qu'il paie. Oui, c'est ça. Monsieur Constantin, on sait que vous êtes en Allemagne. Pouvez-vous revenir? On vous paye le billet d'avion. Il faut absolument évaluer Thierry. Mine! 4e point. On dit que l'expertise enseignante n'est plus reconnue. En fait, on considère, selon la FAE, que l'expertise d'enseignant n'est plus reconnue, entre autres, sur les comités d'engagement de réussite. C'est quoi cette affaire-là? En fait, rapidement, on peut passer ce point-là rapidement, mais c'est comme si, comme on disait, c'est pas lui, finalement, le maître dans sa classe. Il ne va pas décider de ses techniques éducatives, mais on fait juste, dans le projet de loi, remettre en force en disant « Ah oui, l'enseignant peut choisir les évaluations. Ah oui, tu sais, mais c'est comme... » Mais pourquoi on le spécifie, là, c'est ça? Si vous dites ça, c'est parce qu'avant, l'enseignant, il n'avait pas le droit de choisir ses évaluations ou certaines techniques éducatives. Fait que finalement, c'est là pourquoi. Là, c'est juste pour... montrer, oui, on veut donner de l'autonomie à l'enseignant, mais finalement, c'est déjà quelque chose qu'on avait le droit. Fait que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. 5e et dernier point, la décentralisation et la centralisation de toutes les décisions écoles. On peut commencer peut-être avec les compositions des CE, les comités exécutifs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, il y a les conseils d'établissement qui existent déjà dans les écoles. Qui ont déjà siégé sur un conseil d'établissement? Oui, moi j'ai siégé quelques années sur un conseil d'établissement. Quel est le mandat d'un conseil d'établissement? Gérer l'école. C'est eux autres c'est le conseil d'administration de l'école. Là. C'est des parents, des enseignants, la direction, des membres du personnel d'un enseignant. Il peut même avoir des représentants de la communauté. Et c'est vraiment le conseil d'administration de l'école. C'est là que se décident les orientations
direction de l'école. Le budget se vote à ce niveau-là. S'il y a un costume, un uniforme scolaire à avoir, c'est là. Les sorties que les élèves font sont votées au CE. Il faut que ça soit autorisé, c'est ça. C'est ça. Il n'y a rien qui peut se faire à l'école si ce n'est pas voté au CE. Puis c'est les meilleures décisions, en sachant, dans le fond, c'est pour les élèves, dans le fond. Donc, il faut que les décisions soient prises dans le meilleur des cas, finalement, pour vraiment mieux orienter l'école et les décisions au niveau des élèves, des activités et autres, tout ça, parascolaires et tout ça. Et là, si je comprends bien, actuellement, dans les conseils d'établissement, il y a une parité entre les membres du personnel. Là-dedans, on inclut les enseignants. Dans le fond, c'est 4 membres du personnel, dont 2 enseignants, et 4 parents. Puis, il y a aussi... Non, il y a plus d'enseignants que ça. Je pense que c'est 4 enseignants qu'on avait, nous autres, à l'école. Oui, c'est ça. Plus 2 membres d'un enseignant, 2 personnels d'un enseignant, personnel de soutien, professionnel, tout ça, et 6 parents. Fait que c'était 6. OK, 6, d'accord. Mais égal, là, ce qu'on disait plus tôt, c'est que ce serait plus égalitaire. Il y aurait plus de parents que de membres du personnel. Fait que, par exemple, je pense qu'actuellement, ce serait... actuellement, c'est 6, plus ce serait 6, 4. OK? Fait que les parents auraient plus, si on peut dire, de décisions à prendre. Puis il y aurait aussi le membre de la communauté dont vous parlez, qui n'est un parent ni un membre du personnel, qui aurait aussi le droit de vote maintenant. Donc cette personne-là, qui est repêchée de on ne sait où, il aurait le droit de vote. Donc les parents vont décider comment ça fonctionne à l'école. Ben oui, parce qu'ils ont la majorité des votes. C'est ça. Puis là, en ce moment, les directions d'école siègent au CE, mais n'ont pas le droit de vote. Exactement. Seulement en cas d'égalité pour casser une égalité. Mais là, ce que tu es en train de dire, Laurent, c'est que les parents vont décider comment ça marche à l'école. C'est eux qui ont la majorité des voix. Moi, ça se peut que les parents ne pensent pas tous de la même façon aussi, là. Mais si les parents pensent tous de la même façon, c'est les parents qui décident comment ça fonctionne à l'école. Oui. Et après ça, mettons, sur le conseil d'administration, parce qu'il n'y aura plus de démocratie scolaire, là, on ne votera plus à tous les 4 ans. Puis de toute façon, j'ai jamais voté à une élection scolaire. Non. Parce que je me suis beaucoup promené dans les dernières années, mais on dirait que je n'ai jamais reçu, si on veut dire, un avis de convocation pour voter. Puis les dernières élections scolaires, ils datent de quelle année? On dirait qu'ils ont été repoussés en sachant que ça allait disparaître, là, mais... Donc, c'est 3 ans, 2-3 ans? Ouais, Environ. Ouais. je sais pas. Mais c'est ça, j'ai été sans domicile fixe pendant un temps. Tu vivais dans ton char, c'est ça. Pratiquement. Mais c'est ça. Ce ne sera plus un conseil des commissaires qui est voté. Donc, des gens qui ne sont pas des membres du personnel, mais qu'on vote pour eux et qui reçoivent un salaire. Mais ça va plutôt être, ce qui semble dire, des bénévoles. 16 bénévoles. Donc, là-dessus, il y a des parents qui sont votés parmi le pool de parents qui sont, si on peut dire, sur déjà les conseils d'établissement des écoles, des membres de la communauté et un enseignant. Donc, sur 16. Oui, donc là, c'est sûr que c'est différent. Il n'y avait aucun enseignant, il n'y avait aucun membre du personnel, parce que si tu étais membre du personnel, tu étais disqualifié des élections pour être commissaire. Mais là, au moins, ça va donner le droit à un enseignant sur 16 administrateurs d'être là. Mais bon, est-ce qu'on veut vraiment que... Bon, ça va être quoi le rôle de l'enseignant vraiment là? Il va être bénévole. Est-ce que ça va être reconnu dans sa tâche, vraiment, d'être sur le conseil d'administration? Mais... Et surtout, la présidence va être donnée à un parent aussi. Fait que... Ben oui. Juste ajouter que présentement, les CE, une fois environ aux 6 semaines, mais c'est quand même du bénévolat. Oui, il n'y a pas rien de reconnu dans la tâche de l'enseignant présentement, là, pas du tout. Donc, c'est vraiment... un certain équivalent d'heure. Non. J'ai jamais compris le pourquoi, dans le fond, que les CE, il n'y avait pas de temps reconnu pour les enseignants qui siégeaient sur le conseil d'établissement. Alors, tu es sur le comité du bal des finissants, puis là, c'est reconnu. Tu as du temps reconnu, exactement. CPE non plus, tu n'as pas de temps de reconnu. Le CPE, c'est le comité de participation des enseignants qui est juste au sein de l'école et c'est pas décisionnel, c'est juste consultatif pour plusieurs questions. Mais les décisions se prennent au CE. Moi, j'applaudis que des parents s'impliquent dans l'école. Je trouve ça vraiment formidable, mais souvent, ce que je déplore d'une certaine façon, c'est que c'est pas toutes les clientèles de l'école qui sont représentées sur le comité des parents. Définitivement pas. Puis, les parents qui s'impliquent sont sûrement bien intentionnés, mais ils ne comprennent pas toujours certaines réalités dans des écoles que tu peux avoir, disons, des classes où est-ce que certains sont, disons, en PEI, là, mettons, puis d'autres classes d'adaptation scolaire. Généralement, les classes
PEI sont plus représentés par les parents. Ouais. Puis c'est zéro un jugement, c'est souvent ça. Non, c'est même pas un jugement, c'est la réalité. Tu sais, j'étais au CA il y a 2 ans quand se sont pris des grosses décisions, puis les parents qui s'impliquaient, c'était les parents du PEI, c'était pas les parents de la classe d'élèves en difficulté d'apprentissage que Donc, ils j'avais. prenaient les là. décisions en ce Ouais. sens. C'est ça, ils prenaient les décisions en fonction de leur enfant qui est et au non en PEI. fonction des enfants de Ils l'école. n'étaient pas nécessairement là d'un point de vue désintéressé. Non, Ben, définitivement c'est sûr, pas. Il y avait juste un angle de vue. Oui. Mais il y a quand même plusieurs parents qui vont vraiment aux différents conseils, finalement, au CE ou d'autres, qui vont vraiment s'impliquer par leur parcours de plusieurs de leurs enfants aussi. Là. Je connais, moi, des parents qui sont vraiment là, très actifs au niveau des comités de parents à la commission scolaire ou autre, ou le comité EHDA aussi à la commission scolaire. Donc, il y a des parents qui veulent vraiment, même si leur enfant est dans un parcours différent, plus en difficulté, mais qui vont vraiment s'informer davantage. Donc, bravo, mais c'est sûr que la proportion là, n'est pas la même que des enfants qui ont un parcours plus facilitant, je vous dirais. Il y a aussi au niveau des CA qu'on décentralise carrément le comité. En fait, c'est là qui est tout le gros enjeu de la loi 40, là. Un peu, on va dire, l'abolition des commissions scolaires, puis ramener ça à des centres de services. Ça, c'est un gros morceau, mais en résumé, c'est quoi l'enjeu ici? Ben, l'objectif de base, je ne sais pas exactement ça va être quoi la gestion dans les nouveaux centres de services régionaux qui vont finalement prendre à peu près le même territoire que les commissions scolaires. Ben, peut-être qu'éventuellement, dans quelques années, le gouvernement ou les gouvernements subséquents auraient l'objectif de fusionner certains centres de services ensemble. Là. Mais c'était de réduire, si on peut dire, la bureaucratie dans les commissions scolaires, qu'il y ait moins de membres du personnel et que le pouvoir soit vraiment donné aux directions d'école, celles qui sont plus proches, justement, de l'élève. Fait que bon, ça peut être un bon point, mais est-ce que ça veut-tu dire qu'on va devoir engager dans chaque école une direction des ressources humaines, une direction des ressources financières? Il ne faut pas oublier que les directions d'établissements scolaires, ce sont à la base des gestionnaires. non, mais je veux dire, à la base, ce sont des enseignants qui ont une formation en gestion. Oui. Mais de donner à un ancien enseignant que oui, des formations en administration, en gestion, c'est pas un comptable. Là, je veux dire, il y a certaines choses à un moment donné où ça gère des budgets, mais à un moment donné, faut qu'il y ait un centre qui prenne certaines décisions. Juste le transport scolaire. Là. Quand tu gères le transport scolaire pour un territoire de 40 écoles, il faut que tu prévoies ça. Est-ce que chaque école va devoir gérer son propre transport scolaire? Non, c'est ça. Ou parfois des petites écoles qui ne peuvent pas se payer un psychoéducatrice à temps plein. Il faut qu'ils se le partagent. Mais là, on espère quand même que cette psychoéducatrice-là va être l'employée d'un centre de service et va pouvoir se promener d'école en école et que ce ne soit pas les écoles qui doivent négocier entre elles 2 contrats, si on peut dire, différents. Là. Est-ce que les maternelles 4 ans rentrent dans la loi 40 aussi? Est-ce que ça couvre ça? Ben, on suppose que oui. Là, d'après moi, non, mais je pense que c'était déjà fait. C'est la loi de l'instruction publique, donc d'une façon ou d'une autre, je pense que oui. Okay. Puis c'est sûr qu'à la base aussi, il y a beaucoup de gens, la population dit oui, on va abolir les commissions scolaires, l'argent va retourner pour les enfants. C'est ça le principal enjeu. Tout le monde disait avec la CAQ, dans le fond, oui, on fait abolir, ça ne sert à rien. C'est de l'argent vraiment investi au mauvais endroit. Mais là, dans le fond, la réalité, c'est que même en abolissant, là, l'argent n'arrive pas plus là, nécessairement pour chacun des élèves. Là. Oui. Mais je tiens de sources très sûres qu'il n'y a à peu près pas de gaspillage d'argent dans les commissions scolaires. Là. J'ai vraiment ça de sources très sûres. Là. Le budget est vraiment serré et ce qui rentre comme argent est dépensé. Puis la majorité de ces dépenses-là se font pour les élèves. Là. Fait que non, il n'y a à peu près pas de gaspillage dans les commissions scolaires. Fait que je ne sais pas où la population tient ça. Sans dire qu'il y a du gaspillage, peut-être que le chemin que parcourt l'argent, il passe peut-être par A, B, C, D. Est-ce qu'on pourrait juste faire A, B? Là? C'est peut-être ça qui est à réviser aussi, je ne sais pas. J'ai aucune idée comment c'est administrer une commission scolaire. Là. En même temps, mon chapeau, à chaque fois qu'ils engagent beaucoup de personnes à la commission scolaire, c'est parce que c'est des programmes gouvernementaux qui font on a de l'argent. La commission scolaire engage du monde. On l'a vu surtout l'an passé, par exemple. Ils ont engagé tout plein de conseils pédagogiques, par exemple, pour le cours d'éducation à la sexualité. Ils ont engagé des gens pour préparer ce cours-là. Fait qu'on voit
des offres d'emploi en ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on peut se questionner, ce projet de loi-là, on va économiser combien pour tout le trouble qu'on se donne? Est-ce que cet argent-là qu'on va avoir économisé, là, est-ce que ça va vraiment se rendre jusqu'à l'élève? Mais ça a été tenté au Nouveau-Brunswick, l'abolition des commissions scolaires. Et ça n'a pas fait un long temps. Le gouvernement a fini par virer de bord et ramener les commissions scolaires parce que leur expérience a été un échec total. Si je me fie aux dernières expériences que j'ai eues dans ce genre-là, le renouveau, la réforme pédagogique, le renouveau de l'enseignement qui a eu lieu en 2004-2005, ça a été tenté dans d'autres pays et ça a été abandonné là-bas. Ça a été tenté ici, ça a été abandonné ici aussi. Ouais. Qu'est-ce que l'abolition des commissions scolaires va faire patate comme le renouveau pédagogique? Ben, on peut même penser, tout le remaniement qu'il y a eu dans le système de la santé avec le ministre Barrette dans l'ancien gouvernement. Là, on a-tu trouvé des solutions dans tout ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a réussi à économiser ou finalement on a juste créé plus de troubles parce que tout le temps d'adaptation pour abolir des structures, remettre de nouvelles structures, finalement, ça a coûté aussi cher. Là. Oui. L'économie, tu vas peut-être le voir éventuellement, mais ça a le temps de rechanger depuis ce temps-là. Là. Ouais. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en ce moment, on a un enseignant, un ancien enseignant comme ministre de l'Éducation. On avait énormément d'espoir. Moi, en ce moment, je suis plutôt déçu que plein d'espoir pour l'avenir de l'éducation du Québec. Là. C'est pas le fait d'avoir un ancien enseignant comme ministre, qui n'est pas arrivé depuis des lustres. Est-ce déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'on a déjà eu un enseignant comme ministre de l'Éducation? Oui. Mais là, c'est vraiment... c'est une grosse joke. En tout cas, de mon vivant, je pense pas, là. Vite comme ça. Là, en ce moment, c'est plus une joke que d'autres choses. Là. On se rend compte que c'est Mais lui, plus il est persuadé là, qu'il fait un bel job. Là. Ben oui, je sais. Les maternelles 4 ans, depuis un an au moins, qu'à tous azimuts, ça lui dit non, c'est pas une bonne idée, non, c'est pas une bonne idée, non, c'est pas une bonne idée. On n'a pas les locaux, on n'a pas le personnel, on n'a pas la formation, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Puis tout le monde dit investis dans les CPE. C'est les CPE, c'est là que ça se fait. C'est les CPE. Non, maternelle 4 ans, maternelle 4 ans, maternelle 4 ans. Puis, allez demander de l'aide au CPE. ben, c'est ça. Ils vont dégarner les CPE pour. Les CPE font déjà ce job-là. Ils font super bien. C'est là. ça. Oui. J'ai une amie qui travaille en CPE, puis elle me l'a dit elle-même. Elle dit on comprend pas pourquoi ils s'en vont du côté des maternelles 4 ans quand on fait déjà ça en CPE. Juste bonifier les CPE, ça aurait été aucun changement structurel, ça aurait juste bonifié une structure qui fonctionne déjà. On Il y a dirait déjà que- moins de moisisseurs dans les CPE. Là. C'est ça. En plus. Que dans les écoles. En plus. Mais là, moi j'ai l'impression que notre gouvernement en ce moment a le goût de faire de la réforme structurale pour faire de la réforme structurale, pour dire on a changé quelque chose. Tout le monde veut laisser sa trace dans l'histoire, peut-être. Ouais, là, en ce moment, ils laissent la trace sur le gâteau. Là. C'est juste ça Je qu'ils pensais font. que tu allais dire leur trace dans leur short. Mais... Non, je me rendrai pas là. J'ai encore Mais, besoin d'un emploi. Ça débouche quand, ce projet de loi-là? Ben là, d'après moi, en février, on devrait voir une décision 29, officielle parce que de le toute 29, façon, là, il y a... C'est la fin du mandat, Ouais. justement, des commissaires. Ouais. Le 29 février. Exactement. Ouais. Ouais. OK. Fait que ça devrait se faire d'ici là. Parce qu'on avait dit, il me semble, à un moment donné, je recule de plusieurs mois, là, mais à un moment donné, il avait dit le gouvernement voudrait que ce projet de loi-là soit voté avant Noël. On avait dit ça, je ne sais pas si vous en rappelez, Ouais. là, le projet de loi 40, ça va être réglé avant Noël. Là, ils ont mis un frein. Oui. Mais là, finalement... Mais c'est que les syndicats sont rentrés là-dedans aussi. Puis j'aimerais ça qu'on s'en... Avec raison. Avec raison. Avec raison. Mais il y a eu beaucoup d'actions de la FAE dans les dernières semaines. Je pense que tu en as un peu, tu as participé à Oui, certaines. bien, c'est sûr, la FAE est très présente là, pour afficher justement son mécontentement face à la loi 40. Donc, il y a eu des mobilisations, autant que ce soit à Québec, que ce soit à Chambly. Bureau, il y a 1 ou 2 semaines au bureau justement du député Au ministre. Jean-François Roberge, voilà. Mhm. Mais sinon, c'est ça, à Québec, il y a eu plusieurs délégués dont je fais partie qui ont été à la commission parlementaire en éducation là, pour démontrer ça, notre mécontentement. Et on ne sentait pas du tout, là, parce que j'ai été là de la matinée, je pense que ça a commencé à 9 h jusqu'à midi, là, en 3 heures. J'avais pas l'impression que ça débouchait, ce projet de loi-là. Pendant 3 heures de temps, ils ont parlé du même article
qu'il n'y avait pas tant d'impact que ça sur le projet de loi. Ça ne parlait même pas de ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'était même pas litigieux, c'était même pas problématique. Et pendant un temps, je me disais, bon, est-ce que c'est l'opposition qui fait de l'obstruction pour juste empêcher le gouvernement d'adopter chacun de ses articles, ou c'est juste le gouvernement qui fait comme s'il ne comprenait pas les questions de l'opposition? Il y a peut-être... Les deux. Oui, c'est ça. Il y a peut-être une mauvaise foi des deux côtés. Il y en a qui posent des questions niaiseuses puis qui racontent leur vie puis leurs expériences personnelles, puis un ministre qui ne comprend pas la question puis qui répond. Fait que oui, je pense qu'il y a peut-être une mauvaise foi des deux côtés parce qu'il y en a un qui est juste tanné de l'opposition, puis l'opposition qui est tannée de ce projet de loi-là. Fait qu'il veut juste ralentir puis tout. Mais non, ça je n'étais pas au courant que le 29, on allait avoir un quelque chose parce que il n'y a eu aucun vote pendant 3 heures de temps qu'on était là, puis ça parlait juste de, bon, ben... Est-ce qu'on met une virgule là ou là? Oui, c'est ça, si on met une virgule là, ou Des par joies de la exemple, politique. si par exemple, on a des enfants qui sont dans une école, puis là, l'école est en surpeuplement, puis là, il faudrait envoyer des enfants de l'école surpeuplée à une école qui est moins surpeuplée. Qui on priorise? Est-ce qu'on priorise les enfants de la même famille? Ah oui, mais on va prioriser les enfants de la même famille et qui vivent sous le même toit. Parce que ça se peut qu'il y ait des enfants sous le même toit, mais qui ne vivent pas dans la même famille. Puis là, l'opposition fait « Ouais, mais par exemple, là, si c'est des enfants de la même famille, mais qui sont en garde partagée, fait qu'ils ne vivent pas sous le même toit. » Fait que ça parlait de ça pendant à peu près 3 heures. Moi, ce qui me fâche, ce qui me fâche le plus dans tout ça, là, c'est que tout ce temps-là, toute cette dépense de temps, d'énergie, d'argent, tout ça, on n'a pas plus de services pour nos élèves pendant ce temps-là. Là. Puis Dieu sait que nos élèves, ils sont poqués solides. Là. Puis, Pour certains. oui, bien plusieurs sont poqués solides. Là, puis il n'y a pas plus de services. La loi 40 ne donnera pas plus de services à nos élèves. L'abolition des commissions scolaires ne donnera pas plus de services à nos élèves. Et on va avoir encore de l'intégration sauvage d'élèves qui ont besoin de services et qui n'en ont pas. Les parents vont encore se battre tous azimuts pour garder les services qu'ils ont réussi à avoir au primaire pour que ça puisse se continuer peut-être un peu au secondaire. Si vous avez des amis qui ont des enfants qui ne sont pas enseignants, qui n'écoutent pas le podcast, il faut que vous les informiez de tout ça, qu'en ce moment, ils vont beaucoup perdre ce qu'ils se sont battus pour obtenir. Là. Ce que moi qui m'inquiète, puis en rien ce que tu dis, c'est qu'on essaie de tout remettre ça dans le cours de l'enseignant, puis dire, ben si ça ne marche pas, c'est de ta faute au final. Il y a peut-être des priorités à regarder d'abord et avant tout. Puis, un tour de table en finissant, comment vous pensez que ça va se finir? Est-ce que ça... Le baillon. Est-ce que le baillon. Est-ce que les rebelles contre l'Empire vont gagner cette fois-ci? Là? Moi, ce que j'espère, je suis idéaliste peut-être dans le fond, mais j'espère que le projet de loi 40, ils vont mettre une pause sur ce projet-là, puis ils vont dire, OK, on va retourner faire notre travail parce qu'il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs parents qui montrent finalement que le mouvement « Je protège mon école », il y a des groupes sur Facebook également qui disent, non, il y a une problématique à ce projet de loi-là. Il y a plein de choses parce que là, il y a plusieurs articles qu'on a parlé aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres également. Il ne faut pas que ça passe. Je pense que notre syndicat fait tout en son possible, dans le fond, pour le faire bloquer. Il y a eu plein de gens qui ont été invités à signer des lettres de dénonciation. Environ, je pense que c'est 10 000 personnes, dans le fond, 10 000 enseignants qui ont dit non, on n'en veut pas de ce projet de loi-là. Il ne faut pas que ça passe. Parce que je pense que si ça passe, il va y avoir des impacts majeurs puis négatifs. Vraiment. Toi, Laurent? Ben moi, quand je suis allé manifester à Chambly, pas devant son bureau de comté, là, mais quand il faisait un rassemblement pour une espèce de 5 à 7 pour parler à la population de Chambly, là, il est sorti sur le perron. Oui, il est sorti sur le perron puis il nous a dit que, bon, il y a quelques années, là, il n'y a pas si lointain que ça, il se rappelait lui-même comme enseignant à s'être retrouvé justement dans des manifestations où les enseignants manifestaient puis qui reconnaissaient ce travail-là, des enseignants de poser des questions, de manifester et qui disait que de ne pas s'inquiéter parce qu'il allait revenir sur certains points que son projet de loi 40, il acceptait qu'il n'était pas parfait puis qu'il y avait déjà des amendements, des réformes de son propre projet de loi que ça revenait. Ça fait déjà au-dessus d'un mois de ça, puis 2 mois. Puis j'ai pas vu trop dans les médias quoi que ce soit. Il a pas parlé de ces grandes réformes-là, puis qu'elle était à l'écoute des enseignants. Fait que, ouais, je suis déçu. Tu dis,
on va être optimiste, là. On va donner la chance aux coureurs, mais finalement, puis de ce que j'ai vu en commission parlementaire, peut-être que JB, en quelque part, il a raison, là. Ça va peut-être finir en bâillon parce que, à un moment donné, le gouvernement, pas juste le ministre de l'Éducation, mais à un moment donné, est-ce que tu veux que the show must go on? Là, le gouvernement veut passer à autre chose. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, bon, OK, on a fait nos réformes, on débattra pas dessus, let's go. On passe au vote. Hey, on est majoritaire. Bon, le projet de loi est passé. Maintenant, les réformes se font. Puis... Et il veut surtout pas perdre la face par rapport à ça. Non, parce c'est que ça. revirer de bord puis dire qu'on s'est trompé, c'est très impliquant. Mais là. ils l'ont fait souvent, puis c'est là-dessus que Depuis je peu, fonde ouais, un peu depuis d'espoir, peu. mais la CAQ a souvent reculé à date. Tu sais, on parle, entre autres, là, avec La M. réforme Jolin de Barrette. l'immigration, Ouais, c'est ouais, ça, qui a reviré de bord, puis que lui, il a eu la fou, je m'excuse, M. Jolin Barrette. Mais c'est souvent parce que justement, il y a une contestation populaire Ouais, de la c'est population. Là, le gouvernement, ce qu'il veut faire sentir, c'est que c'est juste une poignée d'enseignants qui est vraiment contre ce projet de loi-là, que finalement, la majorité des enseignants est pour, puis la population est pour. Fait que peut-être qu'il faut fort qu'il fasse comprendre qu'il y a plus que juste une poignée d'enseignants qui est contre ce projet de loi-là, puis que la population est peut-être mal informée. Là. Peut-être que c'est peut-être pas l'agenda numéro 1 de la population, du peuple, de lire ça dans le journal, le projet de loi 40, c'est quoi, puis c'est mauvais, mais je pense pas que c'est positif pour personne, c'est ça. Mais Marc-André, moi, j'ai croisé notre ministre Roberge au dernier congrès de la COPS en avril 2019 à Québec. Je l'ai invité à venir à ton podcast. Donc, je réitère l'invitation. OK. Si jamais il nous écoute, si jamais il nous entend, ministre Roberge, on veut vous entendre ici. On veut discuter avec vous de ce projet-là, modification des commissions scolaires, tout ça. Là. On a de la place pour vous, mais on est très discutant. On est bien open. On est bien open. Hey, sur ce, merci beaucoup, Geneviève, Laurent, JB. Merci. C'est un super beau podcast. Il y a du contenu dans ce Oui. podcast-là. Ben, on peut-tu s'excuser nos auditeurs Ouais. s'ils ont vu quelques petites gaffes de notre part? En fait, ils verront pas de gaffe parce qu'on n'a pas de vidéo. Il a arrêté à moitié. On a un début de vidéo. On va être beau à moitié. Faut que je revoie ce système-là. Ça marche pas. Non. Hey, si vous voulez nous suivre, on est sur Facebook, YouTube, Spotify, Apple, les Balados Québec, etc., etc. Laissez-nous des pouces par en l'air. On aime ça, c'est bon. Vous pouvez partager la vidéo aussi, les podcasts en général. On aimerait ça remercier encore le journal Métro. Puis Qui si encore, nous a- si vous voulez venir jaser avec nous autres, on enregistre le mardi, mais on est ouvert à enregistrer à d'autres moments. Venez passer un petit 45 minutes avec nous, parler d'éducation. Il y a tellement de sujets le fun et intéressants à parler là, qui sont plus motivants que la loi 40. Je me suis... C'est motivant, la loi 40. Oui, Il faut monter au front. oui, C'est Geneviève, t'as notre raison. devoir. Puis quand j'ai parti le podcast, je me suis dit que j'allais me rendre au moins 50. Il en manque pas tant que ça, il en manque 15. Il en Fait manque que, 15. après ça, on verra où est-ce que ça va nous mener. Bon, oui. Donc, on on pas vous, fini. on vous souhaite une excellente semaine. Partagez le podcast. Soyez sages. Bye! Bye. Bye.